Et donc c'est Cyril Gauthier de la région de Dijon qui va nous parler de sa filière de soins. Cyril est membre de la FNAM. Inutile de préciser. Je remercie les organisateurs de me laisser l'opportunité de vous montrer un exemple. Alors, j'ai pas la prétention de dire qu'on fait tout correctement, mais en Bourgogne, depuis 4 ans, on a réussi à monter une filière, j'ai entendu le mot filière tout à l'heure, de prise en charge de l'obésité médicale et chirurgicale. Alors, je suis médecin nutritionniste, je suis coordonnateur d'une clinique qui a une base SSR, la clinique du Chalonnais, et je coordonne également une activité de chirurgie de l'obésité à la clinique Sainte-Marthe à Dijon. Et je suis le référent du groupe Ramsay Général de Santé pour tout ce qui est question de structuration de filière au niveau national. Alors, j'ai pas mis de bouteille de vin, j'ai mis un escargot, parce que je me suis dit la bouteille de vin, c'était peut-être pas très indiqué aujourd'hui. Je commence avec ça parce que quand j'ai commencé il y a 4 ans à prendre en charge le service, voilà comment était considéré mon service. C'est-à-dire que mon service, il fallait que ce soit des obésités extrêmement compliquées et pas autre chose. Effectivement, on a 6 lits dédiés à des obésités extrêmement complexes qu'on prend en charge, mais notre service n'est pas ça et vous allez comprendre. Tout ça parti, oui, on respectait l'action 9 de la DGOS. Alors mon établissement, il est composé d'une équipe, je pense, assez complète, 4 médecins, un interne de DBC Nutrition, c'est-à-dire que la faculté de Dijon nous reconnaît la formation pour les internes, infirmières, aides-soignantes formées en ETP, des diètes, des psychologues, des enseignants APA, 2 kinés, enfin je vais en oublier. On a aussi un sophrologue, une conseillère en images, et on a un attaché de recherche clinique, parce que dans mon service, on fait de la recherche clinique. Et mon service, ça concerne tout ça, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La filière obésité avec, je ne vais pas parler des adolescents aujourd'hui, on pourra en parler parce qu'on voit que la chirurgie de l'obésité se développe quand même un petit peu chez eux. La filière adulte avec de l'hospitalisation complète, avec un parcours médical et chirurgical et une hospitalisation de jour. Ce qui représente actuellement, annuellement, 1000 à 1200 patients par an. Bon, très rapidement, mais ça, c'est ce qu'on explique aux patients. L'obésité, malheureusement, réduite à ça, un poids. Ce que se fixe le patient comme objectif et ce contre quoi on lutte énormément. Pourtant, l'obésité, vous l'avez dit, maladie chronique, un excès de masse grasse qui entraîne des inconvénients pour la santé étant définie comme un bien-être physique, mental et social. Et je ne pense pas que les chiffres sur la balance soient le reflet exact de cette santé. Maladie extrêmement compliquée finalement, avec des causes qu'on connaît tous, un excès, des dépenses qui sont diminuées, des systèmes, on ne va pas en débattre ici, très complexes, système métabolique, un système hédonique, des émotions, la raison, des sensations, des perceptions, et une conséquence, l'excès de masse grasse. Déjà très complexe à prendre en charge, vous rajoutez la chirurgie de l'obésité par-dessus, qui modifie tout. Mais quand on dit modifie tout, ça modifie les apports, ça modifie les dépenses, ça modifie le métabolisme, ça modifie les perceptions, ça modifie vraiment tout. Et donc, la place de l'ETP dans cette prise en charge, elle est indispensable. Mon service a longtemps été pris pour une cure. C'est-à-dire que les patients venaient, je veux perdre 10 kilos. Oui, mais non, faites pas ça. Ça, vous allez voir les amaigrisseurs, comme vous l'avez dit, il y en a plein partout. Nous, c'est pas notre fonction. On est centré sur des patients qui sont avant tout des personnes, qui ont des connaissances, des compétences et sur lesquelles on va travailler. On tient compte de la globalité. Et finalement, je me pose de plus en plus la question du bon résultat quand on regarde toutes les études qui sont publiées. La perte d'excès de poids. Ouais, mais l'obésité, c'est un excès de masse grasse. C'est pas un excès de poids. Donc, le bon résultat, chiffré sur la balance, je suis pas convaincu. Une maladie chronique qui évolue, vous connaissez tous ces courbes, juste que nous, quand on nous demande d'intervenir, on est là, après la phase de plateau. Et là, malgré le travail qu'on peut faire avec nos confrères, en particulier généralistes, nos confrères nous adressent des patients quand on est là. Ce qui serait quand même très pertinent, c'est qu'on les ait à ce moment-là. Au moment où le patient est plus souple au niveau du métabolisme et du comportement alimentaire, ce serait quand même plus simple et ça éviterait de temps en temps l'acte chirurgical. Donc, je ne vous décris pas exactement tous les programmes, ce n'était pas le but c'est de vous montrer et de vous introduire comment on a structuré. Un programme d'éducation thérapeutique de 4 semaines. 4 semaines, ça fait toujours long pour le patient. Finalement, 4 semaines, c'est court parce qu'il a besoin d'1 semaine pour comprendre ce qu'il fait. Ensuite, on a 2 semaines pour travailler
et on a une semaine pour le préparer au retour à domicile. Ça peut être sans la chirurgie, ou les patients qui se posent la question d'une chirurgie, ou autour de la chirurgie. Donc tout est articulé quand c'est autour de la chirurgie, on peut les préparer et on les prend également en post-opératoire. Avec une équipe, vous l'avez vu, qui est complète, un parcours d'éducation thérapeutique qui est commun, mais avec 2 axes différents, 28 jours et puis le pré- et post-opératoire, et derrière des hospitalisations 2 jours, parce que j'ai la chance d'avoir 10 lits d'hospitalisation 2 jours, où les patients sont revus par une équipe pluridisciplinaire, en groupe, en individuel, psychologue, diététicienne, enseignant APA, infirmière, on fait la composition corporelle, enfin comme on fait tous, c'est le médecin. La prise en charge médicale, c'est 60%. La prise en charge autour de la chirurgie, c'est 40% actuellement au sein de mon service. Et parfois, voilà ce qui arrive, parce qu'on est très très loin d'être opposé à la chirurgie de l'obésité. On pense que c'est une bonne alternative thérapeutique. Et donc, de temps en temps, le parcours se structure comme ça, avec une prise en charge médicale au départ, de l'HDJ. On est inefficace, pas parce qu'on les prend mal en charge, parce qu'ils ont fait tellement de régime avant que forcément on est bloqué au niveau du métabolisme. Et puis l'acte chirurgical derrière, et de nouveau on enchaîne avec de l'HDJ. Donc ça peut s'étaler sur plusieurs années, puis on l'espère à vie, parce que là ça ne s'arrête pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne vais pas vous le décrire. 50 ateliers. 50 ateliers, des patients, ils ne sont pas là pour rester dans le lit, attendre et faire un peu d'activité physique ou aller voir la diète ou savoir comment on mange équilibré. C'est un ensemble d'ateliers qui sont articulés avec des modules. C'est-à-dire qu'en fonction des questionnaires d'entrée, on articule des modules différents qui correspondent vraiment aux problématiques de nos patients. Et donc, cette structure SSR, c'est articulé avec tout un réseau. Ça, c'est le réseau alors qui datait de 4 mois. Je peux en rajouter. Les médecins traitants. Je participe régulièrement aux EPU et aux DPC sur mon territoire de santé. Les chirurgiens bariatriques, je travaille avec tous les chirurgiens bariatriques de la région, qu'ils soient du groupe ou pas du groupe, je m'en fiche. Les médecins spécialistes, les diètes et les psychologues. Associations de patients, on en avait une sur le territoire. On en a créé, on les a initiés et on les a soutenus pour qu'ils se développent, vous allez le voir. On a monté une unité transversale de nutrition qui intervient sur l'ensemble des MCO, les instances, enfin les instances de clinique, donc c'est les interclans, les sociétés savantes, les réseaux sociaux, moi j'y crois énormément, dans une maladie chronique. La RCP chirurgie bariatrique, je coordonne celle du territoire du 71, que j'ai monté. Alors ce matin j'ai entendu public-privé, nous c'est pareil, public-privé, tout le monde se réunit, ce qui n'est pas simple des fois. Je participe à celle du 21 et à celle de Lyon également. On travaille avec tout le monde, la communauté d'agglomération, l'ARS qui est un partenaire, qui est un vrai partenaire dans notre filière, qui a autorisé nos programmes, qui a autorisé nos prises en charge, avec qui on a signé la charte de l'obésité, ça c'est spécifique à la Bourgogne, et avec qui on continue de travailler pour d'autres projets. L'INSERM, j'ai des étudiants INSERM qui viennent au sein du service. Les CHU, je travaille en collaboration étroite avec tous les CHU, que ce soit Dijon, Besançon ou Lyon, et je rajoute 2, l'académie, parce qu'on vient d'ouvrir un service d'adolescents, donc actuellement on a un partenariat avec l'académie où nous formons les infirmières scolaires et les médecins scolaires. Et l'autre c'est assez récent, c'est le centre du goût, peut-être que certains connaissent, à Dijon. Donc on est en train de mettre un partenariat avec eux. Donc vous voyez par cette image du SSR qui nous a fait énormément défaut au départ, finalement on n'a rien, je trouve, d'un SSR. Par contre on se sert de la structure du SSR. La filière en pratique, donc là je vais parler de la filière bariatrique. Nutritionniste et chirurgien au cœur, l'ensemble des spécialités, et un métier qui apparaît de plus en plus comme primordial dans l'organisation, c'est un infirmier ou une infirmière de coordination et l'ensemble des acteurs qu'on pourrait dire support. Voilà un parcours MCO classique, qui n'est pas le nôtre, mais qui est un parcours qui est déjà bien établi. Alors le petit point, c'est le patient, donc il fait son évaluation. Quand l'évaluation dit qu'il faut une prise en charge en amont parce qu'il ne l'a pas eu, il fait sa prise en charge. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait à la clinique Sainte-Marthe. Donc il fait sa prise en charge en amont de 6 mois. Et quand il est prêt, il fait le parcours, il fait la préparation. Donc toujours chirurgien, nutritionniste, diététicienne, psychologue. Le problème du financement, c'est évidemment un problème. Nous, on a fait en sorte de les salarier, les métiers support. C'est-à-dire que nos diététiciennes et nos psychologues, même sur nos MCO, sont des métiers qui sont salariés. Le bilan d'opérabilité,
un classique qui se fait en HTP sur une journée avec la fibro et d'autres spécialistes, sachant qu'on remet des ateliers d'éducation thérapeutique. La RCP qui est, j'ai mis CSO parce que le CSO fait partie de notre RCP et en collaboration avec l'ARS parce que nous avons, en partenariat avec le CHU et le CSO, créé une fiche de RCP qui a été validée par notre ARS et donc qui est la fiche officielle régionale de RCP pour l'ensemble des centres de chirurgie de l'obésité. Et la prise en charge pluridisciplinaire qu'on connaît tous avec un rythme, nous on l'a mis à première consultation nutritionniste 2-3 semaines, 3 mois, 6 mois, etc. etc. Toujours les métiers support et le chirurgien. Donc un parcours assez classique et finalement parcours qui était très chirurgico-centré. On en est revenu et avec l'appui de la structure qu'est le SSR, on s'est organisé un petit peu différemment parce que vous allez voir, ça enrichit le parcours avec cette évaluation pluridisciplinaire qui là va pouvoir avoir recours au SSR quand on en a besoin. Pour les patients qui n'ont pas eu de prise en charge, enfin pour les patients qui n'ont pas d'indication ou qui ont une contre-indication, on a toujours une solution à leur proposer. Et c'est l'éducation thérapeutique dans la structure qu'est le SSR. Si on a un doute, parce qu'en quelques consultations, ça peut être difficile, même si on les voit plusieurs fois, il faut savoir que les patients, ils voient 3 fois la diététicienne, 3 fois le médecin nutritionniste, 1 à 2 fois la psychologue et 2 fois le chirurgien. Mais de temps en temps, il peut persister un doute. Là, les patients, on peut les prendre en charge au sein du SSR. En 4 semaines, le doute il peut être levé. Et quand il y a l'indication, on peut encore se servir du SSR pour les préparer. Et on les remet de toute façon dans le parcours qu'on connaît ici. Le SSR, il est en vert, donc il vient enrichir tout ce parcours avec l'HDJ qui est aussi là, qui est financé par l'ARS, et donc du coup l'HDJ qui vient pour aider l'ensemble des consultations de suivi. La préparation, ça reste la même, mais là, pareil, le SSR peut venir dans la phase de préparation. Pour des patients avec qui il faut travailler le comportement alimentaire, de temps en temps, on les prend en charge. Les psychologues, sur 4 ou 6 semaines, peuvent voir les patients 2-3 fois par semaine, et donc là, on avance quand même sur le comportement alimentaire. On ne va pas le résoudre, mais en tout cas, on va les préparer un peu mieux à la chirurgie. Et puis, le bilan d'opérabilité qui ne change pas. Et de temps en temps, pour un certain profil de patients, stéatose hépatique, diabète très déséquilibré, reconditionnement à l'effort nécessaire, on les prend en charge 2-3 semaines avant l'intervention. Et on les reconditionne et on les prépare à la chirurgie, au niveau nutritionnel, mais avec l'ensemble de l'équipe. Le bilan organique, je le passe parce que c'est du classique. L'intervention. Et puis la prise en charge post-opératoire avec la prise en charge pluridisciplinaire classique. Mais là, encore une fois, le SSR revient en post-opératoire avec, c'est la plus grosse de notre activité autour de la chirurgie de l'obésité. J'ai mis 42% des patients opérés au sein du groupe. Il faut savoir que le groupe dans la région Bourgogne, c'est à peu près 800 interventions par an. On prend 80% des patients du CHU qui passent en post-opératoire immédiat. Pourquoi on les prend en charge? Parce que c'est 3 semaines, c'est un programme de 3 semaines. On adapte les textures assez rapidement. Ils sortent, ils mangent normalement. On fait le TP évidemment. On a mis en place une association de patients qui vient les voir avec des ateliers tous les 10 jours. On a l'HDJ, on les prépare au suivi. Et puis, avec notre HDJ, quand on a le moindre petit doute dans le cadre du suivi, on les réhospitalise. On a la structure pour. Aujourd'hui, on vient de reprendre une patiente qui avait son bypass et qui vomissait. Donc, on peut les reprendre immédiatement au sein de notre structure. Quand il y a des pertes pondérales excessives, quand il y a besoin quand il y a une reprise pondérale, ils se sentent jamais lâchés avec cette structure qui est l'HDJ. Et ça, actuellement, c'est 40% de nos patients. Et puis, tout ça se fait en parallèle avec l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le SSR et la clinique du Chalonnais qui intervient, c'est l'ensemble des acteurs sont là, on intercale les rendez-vous, et de cette manière, on a créé une vraie filière structurée. Finalement, la clinique du Chalonnais, on aurait pu se contenter de travailler avec les structures du groupe. Sainte-Marthe, plus de 500 interventions par an. Sainte-Marie, c'est à peu près 180. Convers, c'est 150. Il y a Galien aussi, qui est dans la région parisienne et qui on travaille. Donc ça, c'est le groupe. Finalement, non, on travaille. Alors, toutes les flèches, ça veut dire qu'on a signé des conventions avec ces établissements. Flèche verte avec Sainte-Marthe, parce que j'interviens aussi sur Sainte-Marthe en tant que libéral là-bas. Les points rouges, c'est les CHU avec qui on a des conventions et qu'on travaille. On travaille avec Fréring et la sauvegarde.
Des structures que je viens de faire apparaître, il n'y a pas de flèche parce que ces structures nous considèrent encore comme un SSR classique qui prend en charge des patients uniquement compliqués. Les RCP, celle du 71, je la coordonne. Celle du 21, j'y participe, enfin c'est tous les mois, c'est RCP1, donc j'y participe. Et la RCP de recours de Lyon, j'interviens régulièrement parce qu'on a parlé des ados. Tous les dossiers ados de la région qui sont présentés à RCP, c'est moi qui les récupère et c'est moi qui vais les présenter en RCP de recours à Lyon pour éviter des fuites. Et puis les associations de patients. Association de patients avec PESPLUM 71 ici, PESPLUM 58, PESPLUM 21. On a initié les PESPLUM dans la région. Il y a Elysia sur la Franche-Comté, avec qui on travaille étroitement. On a Poé Santé, ça c'est dans la région de Mâcon, et puis PESPLUM 42 qui est en train de se monter. Donc finalement, on a réussi à créer un maillage territorial avec l'ensemble des partenaires de notre territoire de santé. Et je reprends l'escargot parce que je trouve que ça ressemble à une spirale d'escargot. Parcours complet ou incomplet, vous l'avez largement débattu. Je pense incomplet parce que c'est une filière qui n'intègre pas le médecin traitant. On en a déjà parlé. Le médecin traitant, il est là. Il devrait être un peu partout. Alors, pour revenir sur la RCP, le compte-rendu des RCP, j'en coordonne une. Donc, j'ai demandé, moi, personnellement, à l'ensemble des chirurgiens, ils sont 8. Est-ce que vous voulez qu'on envoie le compte-rendu, parce que ça fait partie des critères IPAX, au médecin traitant? J'ai un chirurgien qui fait veto. J'ai un chirurgien qui ne veut pas. Donc, je fais quoi? Donc, j'aimerais bien envoyer le compte-rendu, moi, aux patients et aux médecins traitants, mais j'ai un chirurgien qui fait veto. C'est pas si simple que ça. Non. Donc, partant de ce constat, depuis un an, je travaille avec l'ARS. Il faut conclure, là, tu peux... C'est la dernière. Je travaille avec l'ARS sur un maillage territorial qui inclut le médecin traitant, le niveau 1 et la prise en charge de proximité. Donc en partenariat avec l'ARS, les associations de patients, les CSO, j'ai oublié le Conseil de l'Ordre aussi, qui est un partenaire. On va créer des médecins traitants, cette fois-ci identifiés, que nous allons former avec une cohérence de prise en charge et qui feront partie du parcours. Comme ça, ces médecins traitants pourront prendre en charge les patients en amont et en aval, parce qu'on voit bien que nos structures débordent, on n'arrive pas à assumer le nombre de patients, et donc utiliser le niveau 1 et les médecins traitants en les formant, c'est le projet qu'on a avec notre ARS de Bourgogne-Franche-Comté, et normalement c'est un projet qui devrait voir le jour courant d'année. Voilà, je vous remercie.